Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accélération des nouvelles technologies pour les investisseurs. Alors, c'est l'accélération d'abord d'un point de vue scientifique, technologique, mais forcément indirectement l'accélération de nouvelles opportunités tech pour les investisseurs. Alors, on va aborder 11 points, 11 thématiques, domaines, pôles différents qui sont intéressants. Ce sont des thématiques sur lesquelles j'ai investi personnellement via soit des entreprises, soit parce que c'est déjà des entreprises qui sont déjà en place, ou alors des startups. Enfin, en tout cas, il y a plein de façons différentes d'investir dessus. Et on va prendre 2-3 minutes sur chaque point pour le développer. Alors ça va pas être très abouti à chaque fois, mais c'est justement pour faire une introduction aux nouvelles technologies qui seront intéressantes pour les investisseurs. Alors si tu es passionné comme moi par les sciences, par les nouvelles technologies, ça sera très intéressant pour toi. Si tu veux plus l'aspect investissement, prends des notes, mais on va faire en sorte que voilà, ça sera très synthétisé, que ça soit court. Et j'en profite justement avant de commencer pour te faire part voilà, d'une future conférence en ligne que je vais organiser donc mardi 30 juin à 20h. Je mettrai tout ce qu'il faut dans la description voilà, si tu veux aller plus loin. Et on abordera différents sujets, dont notamment ce genre de placement qu'on va appeler alternatif et vraiment élitiste, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est donné normalement au grand public. C'est pas facile à investir, c'est pas facile à analyser. Donc je t'invite à aller regarder la description parce qu'on va parler tellement de choses, de l'état actuel du monde, des changements de paradigme de l'économie, de l'investissement, et on va développer entre autres sur ces différents points, puisqu'ici ça sera juste une introduction. Donc cette conférence en ligne, elle a intitulé Les 3 pièges de valeur pour l'investisseur en 2020 et comment investir comme l'élite dans les mois et dans les années à venir. Alors on va commencer, on va aborder ces différents sujets. Alors le premier point, c'est le deep learning. Le deep learning, c'est une forme d'intelligence artificielle. C'est une sous-niche, c'est une niche de l'intelligence artificielle. C'est une technique que les ingénieurs utilisent pour faire des prédictions à partir d'un ensemble de données. Donc la machine va devoir apprendre. Le training, en gros, se fait grâce à des correspondances entre des entrées et des sorties. Une fois que la phase d'entraînement est terminée, la machine est indépendante. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle l'intelligence artificielle, parce qu'après on n'a plus besoin de l'être humain. Et donc les ingénieurs ont programmé un réseau de neurones dans la machine. Ils sont interconnectés, on va dire, et ils appartiennent à des familles différentes, et les valeurs sont transmises et modifiées dans l'analyse. Le deep learning, alors, il y a plein de façons de l'utiliser. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est en premier lieu utilisée pour la reconnaissance faciale de Facebook, par exemple. Là, tout le monde, ça pourrait être concerné par le deep learning. C'est pour identifier automatiquement vos amis sur les photos, tout simplement. C'est également utilisé pour la reconnaissance, le fameux Face ID, voilà, sur l'iPhone, j'ai un iPhone pour le coup, et c'est le fameux deep learning et qui s'améliore au fil du temps. Alors après, on peut partir dans des scénarios un peu poussés, mais là pour le coup tout le monde l'utilise déjà. Et comme expliqué, c'est-à-dire que l'apprentissage automatique est également la technologie centrale de la reconnaissance d'images. Pour traduire aussi des conversations orales, par exemple en temps réel, il y a des logiciels de Google Traduction ou même comme Skype qui s'appuient sur l'apprentissage automatique. C'est une technologie que l'intelligence artificielle, que Google DeepMind AlphaGo est parvenu à triompher en devenant champion du monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'abouti. Et depuis, pas si longtemps que ça, mais depuis quelques années, avec l'apparition des réseaux de neurones convolutifs, comme on appelle ça, le deep learning est au cœur de la vision par ordinateur et de la vision robotique. Alors pour conclure sur ce point, j'ai trouvé une petite explication du professeur Peter Cork que j'ai bien aimé et qui disait que étant donné que les réseaux de neurones artificiels imitent le fonctionnement du cerveau humain, les possibilités offertes par cette techno augmentent à mesure que nous on découvre les secrets de notre propre organe. Et c'est très intéressant de s'y pencher juste pour l'aspect-là. Et en comprenant l'algorithme sur lequel repose notre cerveau humain, les moyens apportés sur l'évolution au fil du temps, pour comprendre les images, l'ingénierie inversée va nous permettre de porter le potentiel du cerveau humain sur les réseaux artificiels. Donc ça c'était le premier point, le deep learning, j'en avais déjà parlé,
très brièvement lors de mon séminaire en mai 2019, mais c'est un domaine qui me passionne. Deuxième point, le streaming. Alors là, c'est un peu plus connu du grand public, ça paraît moins compliqué, et tout simplement, le streaming, voilà, c'est utilisé pour visionner ou écouter des contenus en ligne, des films, de la musique, et c'est un protocole qui permet la lecture instantanée. C'est tout ça qui est intéressant, parce que jadis, pour les plus vieux, ça mettait très longtemps pour regarder une vidéo sur internet, et donc là c'est la lecture instantanée de vidéos de musique directement sur votre navigateur web. Donc le streaming, on peut avoir l'impression que c'est déjà abouti, mais on est encore au début de ce marché, et c'est largement développé, on peut le dire, sur internet dans les années 2000, avec le lancement de toutes les plateformes de streaming qu'on connaît, YouTube, Dailymotion, Deezer, Spotify, et le streaming, ça permet simplement de regarder ou d'écouter sur internet sans avoir à télécharger le fichier. Et clairement, là, c'est devenu un protocole incontournable, et on estime, voilà, j'ai fait une petite recherche pour toi quand même, que le streaming représenterait, voilà, près de 58% de la bande passante mondiale. C'est juste énorme. Et le rapport de recherche vidéo streaming media software, ça fournit un point de vue réel de l'industrie, des tendances et des dynamiques futures pour le taux de croissance du marché qui augmente tous les ans. Donc il y a plein d'opportunités encore là-dessus, et la taille du marché et les principaux acteurs, on va dire, de l'industrie, ça nous on a au moins une dizaine d'années encore de croissance là-dessus, et c'est juste incroyable encore sur les opportunités qu'il y a là-dessus, alors qu'on croit que justement tout a été fait déjà. Donc ça, c'était le streaming, le deuxième point pour lequel ça peut être intéressant pour toi d'investir. Troisième point, troisième opportunité, troisième nouvelle technologie, les véhicules électriques. Les véhicules électriques, on est encore au tout début, pour le coup, à la différence du streaming, on est au début de l'adoption massive. Ça fait quand même un petit moment que les ingénieurs travaillent dessus, et on a plein d'innovations, voilà, qui arrivent en même temps que des véhicules électriques, en même temps que le développement et la commercialisation des véhicules électriques. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu vraiment une explosion. Même il y a eu des records de vente en France, même pendant le confinement, avec des records tous les mois, en janvier, en février, en mars, ainsi de suite, de véhicules électriques. Et de part aussi l'adoption des bornes de recharge, ainsi de suite, c'est pour le savoir parce que j'ai acheté un véhicule électrique en début d'année, et pourquoi on est encore au tout début? Parce qu'on ne maîtrise pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a dedans. Alors évidemment, il y a encore une marge énorme pour l'amélioration à venir sur les batteries des lithium. Pareil, ça a été annoncé des nouvelles voitures avec un toit photovoltaïque. Il y a plein de choses, et même au niveau des véhicules électriques low cost. On est plus sur du cher, du haut de gamme pour l'instant, et on a Renault aussi qui a annoncé une future voiture électrique low cost pour le marché européen. Donc tous les indicateurs montrent que l'avenir de l'automobile, c'est bien de l'électrique. Et dans le monde entier, il y a des chercheurs qui travaillent à l'amélioration tous les jours, des innovations et de l'ensemble de toutes les filières électriques. Véhicules, batteries, les bornes de recharge, tout ce qui va avec. Et même si on est encore, je crois en France, c'est de 8% des achats de véhicules qui se font des véhicules électriques globalement, c'est croissant, et c'est croissant même de mois en mois. C'est même plus d'année en année, c'est de mois en mois. Donc ça, c'était les véhicules électriques. Bon, tu connais sûrement le numéro 1 sur le marché, mais ça peut être intéressant de creuser et de voir ce qui se fait soit en termes d'innovation, soit tout simplement pour investir sur l'entreprise qui crée des véhicules électriques. Quatrième point, l'automation. Alors, je crois qu'on dit automation, la traduction littérale en anglais, mais l'automation, c'est la capacité de piloter les machines de façon automatique. On a vu au tout début le deep learning, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, ça s'applique à tous les secteurs d'activité. L'automobile, la production, le nucléaire, la pharmaceutique, et l'automation industrielle, ça concerne les lignes de production, les petites lignes de production, avec, tu vois, comme on voit avec un bras qui pose des objets dans des cartons, comme ça peut être des usines de chimie avec des milliers de litres de produits dangereux qui passent d'une cuve à une autre. Il y a tellement de choses possibles là-dessus, et la modification se fait généralement en vue de l'optimisation d'un automate et un gain de productivité
par rapport à l'homme ou par rapport même à déjà un robot qui est déjà en place. Et c'est tout simplement d'essayer d'augmenter les cadences, de modifier les vitesses et de modifier toutes les lignes de production. Pour les ingénieurs, l'avantage, ça réside dans l'accès aux informations remontées par la supervision. C'est-à-dire que là, du coup, avec l'automation, ils peuvent aussi contrôler ce qui se passe en temps réel et voir l'historique des opérations. Ça amène un tracking quasiment parfait et par conséquent comprendre le fonctionnement des machines et analyser tous les dysfonctionnements éventuels. Et grâce aux outils informatiques en plus de haut niveau, c'est possible de faire de l'ordonnancement et de la planification avec des logiciels. Donc tout simplement. Donc l'automation, on est encore au début, même si on pense que voilà, les robots, l'automatisation, ça y est, on a fait le tour. Non, pas du tout. Au contraire, on est encore au début. Donc ça, c'était le quatrième point, la quatrième nouvelle technologie qui est en pleine accélération. Cinquième opportunité, une opportunité, on va dire un marché sur lequel, pour le coup, je connais bien, où je suis dedans depuis 10 ans, parce que ça a été ma toute première expérience entrepreneuriale, c'était le lancement d'un projet, d'une startup dans ce domaine, et donc c'est les imprimantes 3D. On va dire que le succès de l'impression 3D, ça s'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est l'utilisation de matériaux de plus en plus performants, tout simplement, et la rapidité de fabrication qui augmente, et la maîtrise de différentes techniques, qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans quand je me suis lancé dedans, et depuis, on va dire, 2015-2016, les ventes d'imprimantes 3D ont doublé, littéralement tous les ans. J'ai l'étude sous les yeux, là je suis en train de regarder les chiffres, ça double tous les ans. Alors qu'on a eu au début, c'était compliqué, fin des années 2000, début des années 2010, pour vraiment essayer d'imprégner le marché du grand public. Et là on y est, on commence seulement à y être. Et évidemment, ce qui est aussi plus intéressant, c'est les entreprises. Donc là, l'aéronautique, l'automobile, le médical aussi, il ne faut pas oublier le médical, l'alimentaire. Il n'y a aucun secteur qui n'est pas épargné par le développement de l'impression 3D, quelle que soit la niche, quel que soit le domaine. Et voilà, donc ça convient à toutes les applications possibles et imaginables, que ce soit pour la production de prototypes comme de pièces finies ou voilà, comme de l'alimentation. On pourrait ne pas y penser, mais c'est pour le coup c'est le cas. Donc j'ai investi sur ce domaine, ça fait des années. J'ai investi dans plusieurs entreprises et littéralement je pense que le retour sur investissement sera très très intéressant parce que c'est quelque chose qui va toucher tous les domaines et qui est autant pour les pros que pour le perso. Donc, évidemment, le pro, c'est souvent le marché qui est touché en premier, les entreprises, mais on peut très bien imaginer que tout le monde demain aura une imprimante 3D à la maison, comme on a tous une télé aujourd'hui, enfin en tout cas, ou presque. Donc c'était le cinquième point, je crois. Sixième nouvelle technologie sur laquelle tu peux te pencher, c'est les véhicules autonomes. Les véhicules autonomes, on va les abréger AV tout simplement, c'est des entreprises qui se rapprochent de plus en plus de la mise au point de cette fameuse technologie qui est pas facile. On va dire que c'est la transformation de notre transport. Voilà, je vais y arriver. Et c'est une grande partie de la discussion sur les voitures autonomes se sont concentrées sur la technologie elle-même. Et il y a des avantages pour la société. C'est clair, c'est une discussion tout aussi importante et nécessaire autour de la stratégie commerciale requise pour mettre le produit entre les mains du consommateur. Et les estimations, alors les estimations encore, ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça varie, prévoit que la technologie des véhicules autonomes produira des marchés mondiaux pouvant atteindre jusqu'à 3 milliards de dollars d'ici 2030. Alors ça veut dire forcément qu'il y a beaucoup de revenus potentiels en jeu, beaucoup de création aussi de nouveaux jobs, et c'est pas étonnant que l'investissement dans cette techno se calcule en milliards de dollars, tout simplement, par an, je le précise, donc c'est par année. Alors qu'on a des entreprises qui se disputent la pole position dans l'avenir de l'automobile.
quand même un énorme marché. Donc le déploiement du véhicule autonome au sein de réseaux de covoiturage, par exemple, sera au moins initialement l'une des voies les plus viables commercialement pour le transport de passagers. Et donc les propriétaires de parcs peuvent amortir le coût initial élevé sur un grand nombre de conducteurs pour obtenir un taux de rendement attractif, tout simplement un prix que les conducteurs peuvent se permettre. Alors c'est une niche on va dire que c'est une que je maîtrise le moins, mais on est sûrement au tout début tout simplement, et on manque un petit peu de recul. Point suivant aussi que tu dois forcément connaître, les drones. Alors les drones, on est passé d'un objet de loisir pour le grand public, voilà, un truc sympa qu'on achète pour Noël, à une application professionnelle. C'est-à-dire que les drones, tout simplement la capacité des drones à voler de façon autonome, ou même tout simplement être contrôlé à distance par le sol, on n'est pas du tout au même niveau qu'il y a quelques années. On n'est pas encore au même niveau qu'on sera dans quelques années. Donc il y a plein d'usages, hors loisirs bien sûr, ça peut être même militaire, ça peut être d'entreprise, civile, et avec des usages qui sont tout simplement à un outil technologique. Alors, même si les drones destinés au grand public représentent encore aujourd'hui le plus de ventes, ce sont les appareils à vocation professionnelle qui développent en fait aujourd'hui l'innovation. C'est-à-dire que bon, en tant que tel, pour le loisir, on n'a pas trop besoin de développer ce marché, mais là c'est vraiment ce qui est à vocation pro qui dope aujourd'hui la recherche et le développement de cette innovation. Donc pour s'adresser au marché pro, les entreprises se sont positionnées sur plusieurs secteurs. Il y a l'agriculture, tout d'abord. C'est assez intéressant de s'imaginer sur cette thématique. Il y a, je suis en train de lire en même temps sur ce qui est possible de faire là, sur les différentes branches imaginables. Il y a la livraison de colis, bien évidemment, sur lequel des très très grandes entreprises sont en train de développer des prototypes. Et ça apporte de nouveaux problèmes. Tout ce qui est évidemment juridique, la réglementation derrière peut être problématique. Vous imaginez bien que la livraison par drone d'Amazon, ça pose encore problème, en tout cas en France. Et certaines régions aux États-Unis où c'est autorisé, mais ça va demander encore quelques années pour que ça soit quelque chose de généralisé. Alors, il y a plein de services innovants aussi qui émergent, c'est ultra intéressant. Je vais essayer de pas tout te dire. Il y a prise de vue aérienne pour l'immobilier aussi, par exemple, c'est ultra intéressant. La promotion touristique, l'inspection technique, voilà, des tests d'inspection énergétique sur les immeubles, inspection pour la construction, pour le bâtiment évidemment, la sécurité sur la surveillance des grandes zones, la surveillance pour des manifestations, pour un festival, la surveillance de feux de forêt. Alors là, j'ai une liste sous les yeux, c'est assez incroyable. Donc les marchés les plus porteurs pour les drones à usage professionnel relèvent non pas de la construction du drone en tant que tel, mais des applications autour des drones, c'est-à-dire le traitement de données, les logiciels en interne, les technologies de neutralisation des drones également. Donc c'est aussi très très intéressant, et je t'invite à approfondir sur le sujet. Nouvelle technologie suivante également que j'avais citée lors de mon séminaire en mai 2019, qui avait vraiment choqué, on va dire, le public, on n'était pas loin de ça, et c'est le séquençage de l'ADN. Donc le séquençage nouvelle génération, le NGS, également connu sous le nom de séquençage à haut débit, c'est un terme qui est utilisé pour décrire plusieurs technologies en même temps. Donc c'est des technologies pour le coup très récentes, ça fait peut-être 5 ans, et ça permet de séquencer en fait l'ADN très très rapidement avec des méthodes comme le séquençage de Sanger. Là aussi je t'invite à regarder exactement ce que c'est, et ça a vraiment révolutionné l'étude de la génomique et de la biologie moléculaire. Donc on est encore au tout début, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont dessus pour le coup, et cette techno, ça utilise l'application clonale
et le séquençage par synthèse. Alors, on ne va pas aller dans le détail évidemment, mais c'est le processus qu'en fait ça permet d'identifier les bases d'ADN lorsqu'elles sont incorporées dans la chaîne d'acide nucléique. Et cette techno hautement évolutive, ça apporte plein d'opportunités. Je te laisse même imaginer vers quoi on pourrait aller, mais ça peut être appliqué à plein de choses, à des petites régions ciblées au niveau du corps humain, comme voilà, l'ensemble du génome, avec toutes les variétés de méthodes qui pourraient s'appliquer. Donc c'est encore ultra passionnant, c'est un domaine que je maîtrise moins, parce qu'on touche à la génomique, c'est un truc que je maîtrise moins, mais j'ai envie d'approfondir, donc j'espère que toi aussi. Point suivant, la biotech. Recherche et développement dans la biotech. Alors la biotechnologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'application de la science et de la technologie aux organismes vivants. Alors, d'autres matériaux aussi qui ne sont pas vivants, c'est des non-vivants, mais c'est assez particulier, on ne va pas en parler. Donc en général, ça se fait en créant ou en modifiant une protéine qui va servir d'usine pour réaliser une fonction. Alors l'avantage des biotech par rapport aux autres technos, on va essayer d'en donner quelques-unes pour être vraiment synthétique, mais il y a beaucoup d'avantages également. Donc il y a une capacité déjà de réplication naturelle. Il y a une grande rapidité des réactions cellulaires qui est due à un rapport surface-volume élevé qui favorise le transport rapide dans la cellule. Là, j'ai commencé à perdre la moitié de l'eau. Et ça donne plein de possibilités, en particulier la capacité de produire des matériaux biologiques. Donc il y a plein de façons de produire des applications pour la biotech. Il y a le génie génétique, il y a le microbiologique, il y a le protéique. Voilà, je te donne ça comme ça. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi très très intéressant. Et d'un point de vue investisseur, la biotech c'est un marché très très particulier parce que c'est de la R&D, tout simplement. C'est de la R&D et c'est très très compliqué de se baser ou de faire une analyse sur de la R&D parce que ça ne produit pas encore de valeur. Alors tu peux avoir un ROI qui va être énorme parce que ça y est, tu as trouvé la pépite et que et forcément derrière tu as un x100, tu as un x1000 parce que tu peux ne rien avoir pendant 10 ans et bim, à la 10e année, ça y est, on a trouvé le Saint Graal et ça explose, comme ça peut ne jamais aussi avoir de retour sur investissement. Donc la biotech, c'est vraiment vraiment réservé à des investisseurs très aguerris ou à des personnes qui veulent prendre énormément de risques avec un profil agressif. Mais en tant que tel, c'est passionnant d'un point de vue scientifique, mais ne faites pas de bêtises pour les investisseurs qui sont plus débutants. Ensuite, 10e point, je crois, 10e, c'est les digital wallets. Donc les digital wallets, on va dire que la transformation de la banque, du système bancaire. Un portefeuille numérique, en bon français, un portefeuille électronique, c'est un système logiciel qui stocke en toute sécurité les informations de paiement et tout ce qui va avec, les mots de passe des utilisateurs pour différents modes de paiement. Évidemment sur le web en premier lieu, et quand on utilise un portefeuille numérique, les utilisateurs peuvent effectuer des achats facilement, très très rapidement, avec très peu de frais. Et ils peuvent également créer des mots de passe plus solides sans se soucier de savoir s'ils pourront s'en souvenir plus tard. Donc les portefeuilles numériques, ils peuvent être utilisés avec des systèmes de paiement mobile qui permettent aux clients de payer leurs achats avec leur smartphone. Il y a plein d'applications aussi. Il y a encore, c'est assez développé pour le coup comme niche, mais ça a été plus rapide que prévu. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas que même les fintech, même d'un point de vue global digital wallet, on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Et un portefeuille numérique, ça peut également être utilisé pour stocker des informations de cartes de fidélité, des coupons numériques, il y a plein de choses. Et c'est un domaine qui peut aussi devenir tout simplement très rentable pour un investisseur, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et il n'y a pas encore d'acteurs qui est devenu numéro 1 sur le marché, tout simplement. Donc je t'invite à faire tes propres recherches sur ce point, sur la fintech aussi plus globalement. Donc la fintech, c'est finance et technologie, c'est une niche, les digital wallets c'est une niche des fintech, mais
c'est en pleine explosion, c'est en plein développement et il y a encore plein de choses à faire. Et même on pourrait parler des cryptos aussi, parce qu'il y a aussi énormément de digital wallets qui sont utilisés juste pour les crypto-actifs. Il y a les liaisons entre portefeuille numérique crypto-actif et portefeuille numérique classique. Enfin, il y a plein de choses encore à faire. C'est passionnant. Dernier point, je ne vais pas le développer. Je ferai peut-être une émission particulière dessus. C'est le protocole Bitcoin. Protocole Bitcoin, on va tout simplement l'appeler l'évolution du système monétaire. Et en fait, le protocole Bitcoin, ça ne se limite pas juste à envoyer de l'argent d'un point A à un point B. Il y a de nombreuses fonctions et ça ouvre la porte à une multitude de possibilités qui sont encore explorées par la communauté et développées. Voilà, je vais m'arrêter là sur le Bitcoin. Je ferai peut-être une émission particulière là-dessus, c'est-à-dire que tous les utilités hors envoyer de l'argent, parce que c'est ce que la plupart des gens connaissent du Bitcoin, mais il y a plein de choses encore qui annoncent des jours heureux pour le protocole Bitcoin. N'hésite pas, si tu as la moindre question, comme d'habitude, tu as les commentaires. Je te rappelle donc la conférence en ligne de mardi 30 juin à 20h, où on va parler du futur de l'investissement, ce qu'il faut arrêter de faire, absolument, ce qu'il faut faire, vers quoi il faut aller, l'ancien monde de l'investissement versus le nouveau paradigme de l'investisseur moderne, et sur quoi il faut tout simplement apporter de la valeur. Il faut arrêter la financiarisation de l'économie, tout simplement. Ce serait génial, vraiment créer de la valeur, apporter de la valeur, et voilà, on revient aux fondamentaux de l'argent. On va parler de tout ça, on va parler des différents pièges de valeur, voilà, que 99% des gens et même des investisseurs aguerris tombent en plein dedans, quoi. Ils sont carrément les deux pieds dedans, et on va donner des solutions évidemment pour investir avec des rendements intéressants, des hauts rendements, tout en apportant de la valeur et en étant éthique. Donc voilà, je t'ai fait un petit topo très rapide. Tu as la description avec les liens à l'intérieur. Tu peux aller cliquer dessus et t'inscrire, c'est gratuit. C'est limité en termes de personnes parce que je veux vraiment le faire en direct cette fois-ci, je veux le faire en live, et donc s'il y a trop de monde, ça devient ingérable après pour répondre à tout le monde. Donc c'est limité, je ne sais pas encore si je ferai un replay, on verra bien. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, et dans tous les cas, je vais essayer de faire des mails avec un récap pour t'apporter de la valeur si tu ne peux pas être à la conférence, et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission.